Aujourd'hui, je vais vous parler du roman L'Attrape-cœur, qui est un récit d'errance, l'errance d'un jeune garçon, Holden Caulfield, qui a à peu près 17 ans, qui est un peu dans l'équivalent d'une école préparatoire aux grandes écoles, justement, aux États-Unis dans les années 40, qui se fait virer après 4 échecs à des examens de passage sur 5, et qui, quelques jours avant son départ officiel de l'école, décide de partir du pensionnat dans lequel il vit avec toute cette société, justement, de gosses de la haute, si vous voulez, qui ne supportent plus pour leur hypocrisie, pour leur vol, pour leur côté connard et tout ce que vous pouvez imaginer de faux, de bidon, comme il le dit lui-même. Donc c'est un récit d'errance puisqu'il va vivre quelques jours dans New York, il va errer d'hôtel en boîte de nuit, etc. C'est un roman qui a eu beaucoup de succès à l'époque, certainement parce que c'est un concept parlant et nouveau pour la jeunesse. Ça a été, je pense, assez immédiatement un best-seller, ça a beaucoup fait parler de lui. Et par la même occasion, son auteur, Jerome David Salinger, a beaucoup fait parler de lui aussi. Évidemment, il a gagné beaucoup d'argent, ce qui lui a permis de réaliser, ironiquement, le désir de son propre personnage, puisque grâce au succès de ce roman, il a pu vivre ensuite en ermite quasiment toute sa vie et échapper à ce théâtre de mensonges qu'est la société. Comme d'habitude, je vais commencer par vous raconter un peu la genèse de ce projet et pourquoi j'ai eu envie de le lire à l'époque, mais aussi en fait pourquoi j'ai eu envie de le relire. Ça me paraît intéressant de savoir pourquoi on a envie de lire un livre. Donc à l'époque, c'était le premier roman publié, on va dire, officiellement par cet auteur. Et on verra que chez lui, ça fait une grosse différence, parce qu'il a écrit beaucoup de livres qu'il n'a pas publiés par la suite. Il avait écrit un premier roman avec le même personnage d'Holden Caulfield pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble, mais dont la publication a été refusée pour des motifs politiques un peu au dernier moment. Mais quand il publie en 1951 L'Attrape-cœur, Salinger a une trentaine d'années et il a seulement publié un recueil de nouvelles. De là, comme j'ai dit dans l'intro, il a progressivement cessé non pas d'écrire, mais de publier et d'avoir un rapport avec les médias, y compris avec le cinéma, d'ailleurs le monde du cinéma qui a voulu porter à l'écran son œuvre, mais il a refusé assez obstinément. Et donc pendant encore à peu près 14 ans, je crois, il a encore publié quelques livres, et puis il s'est définitivement retiré de la vie médiatique, donc il fait partie de ces quelques célébrités qui ont complètement fermé le rideau sur leur vie privée et qui se sont complètement retirés, y compris en tant qu'artistes dans leur monde. À l'époque où j'ai lu ce livre, c'était il y a une vingtaine d'années, et je connaissais déjà à travers deux références musicales, on va dire, si on peut appeler ça des références. Bon, il y avait la chanson d'Indochine, qui est un peu un plaisir coupable pour moi, mais qui est une chanson que j'aime bien, des fleurs pour Salinger, donc... il y a eu d'autres chansons d'ailleurs en français depuis, mais à l'époque où j'ai lu le livre à une vingtaine d'années, il y avait aussi une chanson de Kali qui faisait référence au livre, puisqu'à un moment, dans une chanson, il dit « Il y a une question qui ne me quitte pas, où vont les canards quand il fait trop froid ?» Et c'est une question que Holden Caulfield se pose à un moment donné du livre. Il se dit « Tiens, mais en fait, quand le lac de Central Park gèle, où vont les canards ?» Donc voilà, j'avais j'avais ces petits échos comme ça du bouquin, j'étais un peu curieux de le lire, et d'ailleurs ça m'avait assez amusé à l'époque de lire ce livre, parce que bon, bah, je trouvais aussi des échos à mes propres expériences, et je pense d'ailleurs que je vais commencer tout de suite à vous lire un extrait, puisque j'ai lu ce livre, je devais avoir 20 ans, et à 18 ans, j'avais fait comme le personnage du livre. En fait, j'étais pas mauvais dans mes études, mais bon, quand j'étais pas intéressé par quelque chose, il y avait rien à faire. Et en histoire, j'ai fait exactement comme lui. Je me suis mis à inventer des histoires, hein, justement, à essayer de broder quelque chose de cohérent, mais de loufoque. Donc, je vais vous lire l'un des deux extraits que je lirai dans cette vidéo tout de suite. Comme ça, vous aurez une petite idée de la teneur un petit peu du livre. Pour vous dire quand même un mot du contexte de cet extrait, c'est un moment où il va y avoir un prof d'histoire qui l'a saqué justement en histoire. C'est l'une des 4 matières qu'il a ratées. C'est un prof qui a la grippe et avec qui il s'entend bien. Alors il va le voir sur son lit, et non pas de mort mais de malade. Et il a un échange à propos de cette copie. Donc je vous lis ça. « Je vous ai saqué en histoire parce que vous ne saviez absolument rien. »« C'est vrai, monsieur. » »« Ouah, c'était vrai. Vous aviez pas le choix. » Il a répété. «
Absolument rien. C'est un truc qui me rend dingue. Quand les gens disent 2 fois la même chose alors que la première fois vous étiez déjà d'accord. Et voilà qu'il l'a dit une 3e fois. Mais absolument rien. Je me demande même si vous avez jamais ouvert votre manuel de tout le trimestre. Alors, dites-moi la vérité, mon garçon. Ben, ça m'est arrivé d'y jeter un coup d'œil, j'ai dit, pour pas le vexer. Il adorait l'histoire. Ah, vous y avez jeté un coup d'œil, il a dit, très sarcastique. Votre copie d'examen est là-bas, sur la commode, en haut de la pile. Apportez-la moi, s'il vous plaît. C'était un rudement sale coup, mais je suis allé chercher la feuille et je lui ai donné. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Et j'ai repris place sur son paddock en béton. Ouah, vous pouvez pas vous figurer ce que j'étais fumasse d'être venu lui dire au revoir. Il tenait ma copie comme si c'était de la merde. Il a dit « Nous avons étudié les Égyptiens du 4 novembre au 2 décembre. Les Égyptiens, c'était votre sujet en option. Ça vous intéresserait d'entendre ce que vous avez trouvé à raconter ?» J'ai dit « Non, monsieur, pas tellement. » Il a lu quand même. Les profs, on peut pas les arrêter quand ils ont décidé quelque chose. Ils font comme ils ont décidé, c'est tout. Les Égyptiens étaient une ancienne race de Caucasiens résidant dans une des parties nord de l'Afrique. Cette dernière, comme nous le savons, est le plus large continent de l'hémisphère oriental. Et il fallait que je reste assis là, à écouter ces conneries. On peut dire que c'était un sale coup. Les Égyptiens sont pour nous aujourd'hui extrêmement intéressants et à cela il y a diverses raisons. La science moderne cherche toujours quels ingrédients secrets les Égyptiens utilisaient quand ils emmaillotaient les morts afin que leur visage se conserve sans pourrir pendant des siècles et des siècles. Cette passionnante énigme est encore un défi à la science moderne du XXe siècle. Il s'est arrêté là, il a posé ma copie, je commençais à le détester ou tout comme. Il a dit, d'une voix très sarcastique, « Votre composition, si on peut dire, se termine là. » J'aurais jamais cru qu'un vieux type pourrait être si sarcastique et tout. Il a ajouté « Toutefois, vous m'avez mis un petit mot au bas de la page. » J'ai dit « C'est vrai. » J'ai dit « C'est vrai » à toute pompe parce que je voulais l'arrêter avant qu'il lise ça à haute voix. Mais on pouvait plus l'arrêter. Il pétait des flammes. Alors il a lu. « Cher monsieur Spencer, je n'en sais pas plus sur les Égyptiens. Je n'arrive pas à m'y intéresser vraiment, quoique vos cours soient très intéressants. Mais si vous me collez, ça ne fait rien, puisque je vais être collé en tout, sauf en anglais. Avec mes respects, Holden Caulfield. » Il a posé ma saloperie de copie et il m'a regardé comme s'il venait de me flanquer une dérouillée au ping-pong. Je crois que je lui pardonnerai jamais d'avoir lu tous ces conneries. Moi, si c'était lui qui les avait écrites, je les lui aurais pas lues. D'ailleurs, cette foutue bafouille, je l'ai ajoutée simplement pour qu'il soit pas trop emmerdé de me saquer. Donc voilà, je dirais pas que ça me rappelle tout à fait des histoires personnelles, mais un petit peu, donc ça m'avait bien fait rire déjà à l'époque où j'avais lu le livre. Ce qui est un petit peu marrant, c'est que plus tard dans l'histoire, il répète cette histoire d'Égyptiens à 2 petits qui vont visiter un musée, donc il recycle quand même ces petites idées de cette disserte, hein, pour essayer de passionner 2 gosses, ce qui marche pas vraiment, faut être honnête, mais vous allez voir ça vous-même. Et puis bon, vous avez pu constater aussi que du point de vue du ton, on pense un peu moins à Indochine et à Kali qu'à peut-être une autre chanson à laquelle ce roman me fait un petit peu penser. C'est la chanson Baston de Renaud. Alors voilà, je vous laisse découvrir ça, mais il y a un côté désabusé, mais vraiment très drôle dans ce livre. Et c'est ce qui prend vraiment pendant, en tout cas, la première partie du roman. J'avais une grosse crainte en redécouvrant ce roman, en fait, c'était de m'apercevoir que Holden Caulfield, en réalité, c'était ni plus ni moins qu'un équivalent des personnes qui détestent lui-même dans le roman. Puisque si vous voulez, sa famille est bourgeoise, clairement, ses parents gagnent très très bien leur vie, c'est d'ailleurs ce qui lui permet de vivre quelques jours cette errance, de payer les hôtels et compagnie. Et puis bon, il explique à quel point il n'aime pas tout cet environnement hypocrite, toutes ces règles. Par exemple, vous avez un moment où il explique que quand il y a un exercice où il faut éviter les digressions en classe, et dès que quelqu'un digresse en faisant un laïus, debout devant toute la classe, tous les autres doivent crier digression dès que quelqu'un sort des rails. Et ça l'agace énormément, et ça fait partie de toutes ces petites règles scolaires qui font que finalement il n'a pas voulu, il n'a pas eu la volonté d'accepter ces règles et de leur rouler dessus et dire on fait avec, et qui s'est tout simplement finalement fait virer. Mais donc je me disais, il est quand même peut-être un petit peu à l'image de ces gosses, et peut-être qu'en relisant le roman, je vais me dire, oui, on ne sait pas ce qu'il devient ce gamin, et peut-être qu'il va devenir comme ses parents.
Et un truc qui m'a assez vite rassuré sur 2 points, c'est que déjà, on sent que c'est un personnage principal qui déteste par-dessus tout la fausseté et qui peut pas, viscéralement pas, s'acoquiner en fait avec tout un tas de choses. Ça lui donne littéralement des boutons. Alors on se demande s'il va pouvoir un tant soit peu faire le caméléon ou si vraiment il va rester allergique à toutes ces règles. Mais déjà le personnage est rassurant en soi sur ce point. Et il y a un autre point qui fait que je ne pense pas que si Salinger avait écrit une suite, il serait devenu comme ses parents. C'est tout simplement le fait que le personnage, c'est un alter ego de Salinger. Et en réalité, ce roman, et ça j'ai découvert en faisant une petite recherche, en réalité je vous synthétise Wikipédia là, hein, mais il a fait allusion à ses propres années scolaires déjà, d'une part, hein, des souvenirs personnels, son propre sentiment de malaise, son propre goût pour la littérature. Il est fait allusion aussi au fait que le Holden Caulfield est manager de l'équipe d'escrime, ce qui a été également le cas de Salinger. Comme Salinger lui-même, ses parents sont... Il y a un de ses parents qui est catholique, mais pas l'autre. Et pour ce qui concerne Salinger, je crois que l'un de ses parents était juif et l'autre catholique, quelque chose comme ça. Enfin, tout ça pour dire que Holden Caulfield présente vraiment beaucoup de similarités avec Salinger lui-même. Et en fait, ça interroge sur ce qu'aurait pu devenir en réalité Salinger lui-même s'il n'avait pas eu un tel succès avec ce roman, vous voyez. En fait, Holden Caulfield, si on exagère un peu, si on fait un peu comme avec Alice Little et la Alice du roman ou tout ça, eh bien, si on transpose dans la réalité, bon, Holden Caulfield, il a écrit L'Attrape-Cœur, il est devenu célèbre et il a plus parlé à personne, hein. C'est un peu comme ça qu'il a réussi. Donc la question de savoir s'il serait devenu un clochard, si le récit est inauthentique, elle peut pas se poser, puisque c'est une espèce de parenthèse. Donc j'étais vraiment rassuré là-dessus. La question que je me suis posée en lisant le roman, par contre, c'est est-ce que c'est vraiment un chef-d'œuvre ou c'est simplement un roman, et ce qui est déjà énorme, je dis simplement, mais qui a inventé un concept qui a parlé à la jeunesse et qui est supérieur à la somme de ses parties d'une certaine façon. Alors c'est l'occasion de rentrer maintenant un petit peu dans le vif du sujet, de parler des 3 parties du livre si vous voulez. En réalité je vais couper le livre en 2 parce qu'il y a une première partie qui est vraiment, où on se sent vraiment immergé. Ensuite il y a une sorte de ventre mou qui apparaît tardivement, on va dire quand commence à arriver les 2 tiers du livre. Et puis dans les 30-40 dernières pages, on se demande évidemment un peu ce qui va se passer, ça relève un peu l'intérêt. Mais au global, du coup, mon impression globale, c'est que c'est une parenthèse qui nous est racontée dans la vie d'un jeune garçon qui est à la croisée des chemins, à la croisée de son propre destin, qui vit tout un tas d'expériences alors de toutes sortes et qui pose des questions de toutes sortes sans aucun tabou, y compris d'ailleurs sur le sexe. C'est assez présent dans le bouquin, ça l'obsède quand même un peu, hein. C'est quand même un point qui l'obsède un peu, faut bien le dire. Mais aussi sur, par exemple, il observe les personnes, il se demande, tiens, mais comment peut faire ce mec de 60 ans qui bosse dans un hôtel pour conduire les gens à leur chambre avec ses valises, ça doit être barbant, enfin, il porte des jugements très, très sévères sur tout et tout le monde, en tout cas c'est l'impression qu'il donne. Et en même temps, il est très vite touché par exemple, une conversation qu'il peut avoir avec 2 bonnes sœurs dans le train, qui sont très gentilles avec lui, alors que lui, bon, tout ce qu'il appréhende pendant la conversation, c'est qu'à un moment, elle lui demande s'il est catholique, parce qu'il veut pas être emprisonné dans un dénominateur commun avec des gens du genre on est censé aimer la même chose parce qu'on a le même âge, parce qu'on a la même religion et tout ça. Il résiste en fait à cette espèce de communautarisme à laquelle nous entraîne la société, à ces relations codifiées. Il déteste par-dessus tout en fait les faux semblants et l'inauthenticité. Là, je reprends un peu les mots que je vais utiliser aussi dans une autre chronique sur un livre qui s'appelle Selfie, qui fait aussi beaucoup d'observations psychologiques de personnages et qui aussi regrette l'inauthenticité des rapports humains tels qu'ils sont proposés dans la société actuelle en fait. Pour toutes les raisons que je viens de dire et parce que le personnage a 17 ans, je pense que ça reste encore un roman qui peut être intéressant à lire si vous êtes jeune en fait. Parce que vraiment, on attache toujours ce côté, ce rapport exacerbé aux choses et à la vérité en fait, hein, à l'adolescence. Et à l'adolescence, c'est vrai qu'on peut être très égocentrique, ça c'est une certitude. On est aussi exacerbé au niveau émotionnel, mais il y a aussi autre chose qui est vrai et qu'on dit pas assez, c'est qu'on est attaché à ne pas se faire flouer en fait, à ce qu'on ne nous mente pas. On est très sensible à la trahison, on est très sensible à l'hypocrisie et c'est quelque chose qu'on nous entraîne à
perdre en vieillissant, hein. Et c'est là qu'on nous explique à quel point on est mature quand on joue le jeu. Et Holden Caulfield, il refuse de jouer le jeu et il a aucun tabou. Donc ça, je pense, ça peut vraiment toucher des jeunes lecteurs qui découvriraient l'attrape-cœur aujourd'hui. Ça reste un livre intéressant pour les jeunes. L'obstacle à sauter, mais qui peut être une curiosité en même temps, hein, si vous êtes un jeune lecteur qui est curieux de découvrir ça, c'est que ça se passe dans les années, bon en gros ça se passe dans les années 40, toutes les références musicales c'est du jazz par exemple, alors il n'y en a pas à chaque page, mais quand un personnage siffle un air et qu'il explique ce que c'est, aucune chance quasiment que vous voyez ce que c'est, hein, à moins que vous baigniez là-dedans. Et puis aussi, il faut dire autre chose, c'est que le langage est très répétitif pour traduire l'oralité, puisque c'est narré à la première personne, vocale interne, voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc, il s'exprime soi-disant comme un enfant, comme un adolescent de 17 ans. Alors, ça implique beaucoup de répétitions. Et comme ça se passe, le livre a été publié en 1951, mais la traduction date des années 80. Alors il y a plein d'expressions vraiment super ringardes. Par exemple, donner un coup de bigot, c'est-à-dire de bigophone, bigophoner, ce qui veut dire téléphoner. Euh, Souvent quand il parle de personnages, il les appelle le môme machin. Donc ça, au début, ça passe, mais ça devient très vite... ça n'empêche pas de lire le livre, mais c'est un peu pompeux, un peu pénible en fait, avec le temps. Et il y a tout un tas de petites expressions un peu ringardes qui reviennent tout le temps dans le livre, mais vraiment beaucoup. Il y a aussi des anglicismes bizarroïdes qui reviennent à plusieurs reprises, comme because, avec une orthographe à moitié française, et beautiful. Ça fait un peu bizarre, et je me suis demandé si la traduction était pas mauvaise, mais je pense pas en fait. Je pense que si on faisait une traduction au goût du jour actuel, on trahirait complètement le livre original, puisque dans la version originale, ça a certainement pas mal vieilli aussi. Est-ce que par contre on pourrait plus coller à l'anglais, y compris l'anglais de l'époque? Ça c'est possible. J'avoue que je ne sais pas, il faudrait le lire en anglais, mais on passe par-delà ces problèmes. Mais il faut quand même le savoir en lisant le livre. L'expression est assez ringarde du personnage. À certains moments, on trouve que le langage oral est bien traduit, mais à d'autres moments, ça sonne vraiment faux, en fait. Donc voilà, même si on peut considérer que le langage est un peu un obstacle parfois dans l'avancée du livre, dans la fluidité du livre même, quasiment, ce qui nous tient en haleine et ce qui nous fait lire le livre, en réalité, c'est les descriptions psychologiques des personnages qu'on rencontre, les petites observations du personnage. Et surtout, on se demande évidemment ce qu'il va faire de ces quelques jours qui le séparent du mercredi où ses parents vont être tenus au courant de la nouvelle qu'il a été viré. Puisqu'en fait, il a caché la nouvelle à ses parents qui vient juste de tomber. Et il y a une seule personne dans sa famille avec laquelle il aimerait un peu renouer ou avoir une discussion. C'est sa petite sœur de 10 ans qui s'appelle Phoebe. C'est d'ailleurs un échange avec Phoebe qui donne son titre au livre, puisqu'à un moment, elle lui dit « Mais en fait, t'aimes rien toi aussi ?» Et puis lui répond si, j'aime ce moment qu'on passe avec toi et tout ça. Et ça lui fait parler d'un poème, un poème qui retranscrit mal d'ailleurs, puisqu'il dit que ce poème dirait si un cœur attrape un cœur qui vient à travers les seigles. Et en fait, sa petite sœur le corrige, puisqu'elle lui dit mais non, si un corps rencontre un corps qui vient à travers les seigles, un poème de Robert Burns. Et à partir de ce poème, il explique à sa petite sœur que ce qu'il imagine toujours en entendant parler de ce poème, c'est qu'il y a tout un tas d'enfants qui jouent à travers ce champ de seigle et qui seraient au bord d'une falaise et que pour éviter que les enfants tombent dans le ravin, quoi, et qu'il aimerait de cette personne, cet attrape-cœur qui empêche tous ces enfants de tomber. Alors c'est une espèce de métaphore sur le fait, on pourrait dire de ne pas vouloir devenir adulte, mais ça fait un peu trop Peter Pan. En réalité, c'est plutôt le fait pour lui, à mon avis, hein, c'est une interprétation personnelle, mais c'est plutôt le fait de déchoir dans, on va dire, l'hypocrisie nécessaire pour avoir des bons rapports entre adultes dans une société où il faut bien gagner sa croûte, quoi. En fait, je pense qu'il aimerait pouvoir maintenir cette pureté à la fois des valeurs et de l'imaginaire enfantin, et c'est ce qui lui fait dire ça à sa petite sœur. Et donc c'est ce qui donne le titre en français et en anglais, puisqu'en anglais c'est The Catcher in the Rye, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est l'attrapeur dans les seigles, j'imagine qu'on pourrait dire ça comme ça.
Et donc il est surtout proche de sa petite sœur à ce moment de l'histoire familiale, puisque les deux autres personnes qui composent sa fratrie, c'est marrant, c'est son frère qui l'appelle tout le temps DB, on n'a jamais on a que ses initiales, on n'a jamais son identité entière. Alors lui, il est écrivain, il a écrit des nouvelles qu'il adorait quand il était plus jeune, et finalement il a fini à Hollywood, ce qui lui vaut une certaine exécration de Holden, puisque Holden trouve ça aussi que c'est une forme de déchéance de se retrouver à Hollywood. C'est assez marrant. D'ailleurs, il faut savoir que la mise en abîme, elle est vraiment réelle avec la vie de Salinger et ce roman, puisque on lui a proposé bien plus tard d'adapter ce roman, hein, L'Attrape-Cœur, et que je crois que l'une de ses filles ou de ses ex-femmes à Salinger a dit la seule personne qui aurait pu interpréter ce personnage, c'est lui-même. Et il a jamais voulu que ça finisse au cinéma, parce qu'il considérait que c'était une forme de corruption de son œuvre, j'imagine. Donc vous avez cette petite sœur toute mignonne, ce grand frère qui réussit à Hollywood et dont il adorait les histoires. Et vous avez aussi un autre frère, ça c'est plus triste, son petit frère qui est mort d'une leucémie, je crois, si j'ai bon souvenir. Et voilà, qui vaut quelques passages assez émouvants du livre. Toute cette histoire familiale, il la raconte comme ça un petit peu au fur et à mesure des pages. Et là, j'ai vraiment pas dit grand chose, hein. Je spoil rien du tout dans cette vidéo, hein. Mais donc vous découvrez un petit peu à la fois l'histoire de sa famille, sa place dans la fratrie comme ça par allusion ou par anecdote successive. Vous le voyez rencontrer des personnes, vous comprenez un petit peu son avis sur la société. Et donc c'est amusant de le voir franchir certaines lignes rouges, consommer de l'alcool et un peu tout ce que vous pouvez imaginer. D'ailleurs c'est assez marrant puisqu'il franchit sans doute plus de lignes rouges que n'en franchirait peut-être beaucoup d'adolescents actuellement en fait, hein. Je sais pas vraiment si la société a réussi à rendre les individus assez adaptatifs ou pas, mais à la manière dont il s'exprime et d'après ses actes, on peut dire quand même qu'il ose faire pas mal de choses dans ce roman. Même si il y a un qualificatif qui à mon avis ne lui va pas du tout, c'est celui de rebelle. C'est pas quelqu'un de rebelle ni quelqu'un d'agressif. Il est vraiment à l'image de cette métaphore de l'attrape-cœur. Il cherche quelque chose de pur et de beau qui soit un petit peu durable dans cette société et dans cette époque en fait. C'est grosso modo ce qu'il cherche dans cette histoire. Et ça passe aussi par pas mal de relations avec des filles et qui sont jamais vraiment abouties d'ailleurs. Et d'ailleurs l'un de mes regrets à propos de ce roman, c'est que on pense, en tout cas j'ai cru que l'une de ses relations avec l'une de ses filles allait être développée et qu'il allait la revoir et en fait il ne la revoit pas. Pas un gros spoiler là non plus, parce qu'il y en a plein des personnages féminins et vous avez de quoi les confondre. Mais c'est l'un de mes petits regrets sur ce livre. Pour vous donner un petit peu une idée de la tonalité du roman et de ce dont je parle depuis tout à l'heure, cette recherche de pureté, je vais vous lire un autre extrait, le deuxième et le dernier extrait de cette vidéo. Et après j'en aurai déjà quasiment fini, hein. Et donc là il discute justement avec une de ses amies. Il essaie de lui faire part de ses, entre guillemets, de ses idées, de ses points de vue sur la société. C'est un peu un camouflet pour lui, donc voilà, je vous laisse découvrir. J'ai demandé. Dis Sally, t'en as jamais marre? Je veux dire, t'as jamais peur que tout devienne dégueulasse si tu fais pas quelque chose pour l'empêcher? Je veux dire, tu aimes le collège et tout ça? Je trouve qu'on s'y barbe vachement. Mais est-ce que tu détestes ça? Je sais que c'est vachement barbant, mais est-ce que tu détestes? Voilà ce que je veux dire. Bah non, je déteste pas absolument. Faut que tu... J'ai dit. Ben moi, je déteste. Ouah, c'est fou ce que je déteste. Mais pas seulement ça. Je déteste vivre à New York et tout. Les taxis et les bus de Madison Avenue, avec les chauffeurs et tout qui arrêtent pas de gueuler après vous pour qu'on sorte par l'arrière, et rencontrer des types à la con qui disent que les Lunds sont des anges, et se faire trimballer dans l'ascenseur vers le haut et vers le bas quand on voudrait seulement en sortir. Et les types de Brooks qui passent leur temps à retoucher vos pantalons, et les gens qui toujours « Je t'en prie, ne crie pas », a dit la môme Sally. Et c'était bizarre parce que je criais même pas. J'ai dit, prends les voitures par exemple. J'ai dit ça d'une voix très calme. Prends la plupart des gens. Ils sont fous de leur voiture. Si elle a une malheureuse petite égratignure, ça les embête, et ils sont toujours à raconter combien de mal s'ils font au galon, et ils n'ont pas plutôt une voiture nouvelle qu'ils envisagent de la changer contre une encore plus récente. J'aime même pas les vieilles voitures. J'arrive pas non plus à m'y intéresser. J'aimerais mieux un cheval. Un cheval au moins, c'est humain, bon Dieu. Un cheval au moins on peut. Sally a ronchonné. Je vois pas de quoi tu parles. Tu sautes d'une chose à... Je vais te dire.
Tu es sans doute la seule raison qui fait que je suis à New York en ce moment. Si tu étais pas là, je m'en irais très loin d'ici, dans les bois ou autre part. T'es pratiquement la seule raison qui me fait rester. Elle a dit, tu es gentil. Mais on pouvait voir qu'elle avait envie de changer de sujet. J'ai dit, faudrait que tu ailles un jour dans un collège de garçons. Essaye pour voir. Y a que des types foireux, et tout ce qu'ils font, c'est étudier afin d'en savoir assez pour arriver plus tard à s'acheter une saloperie de Cadillac, et faut prétendre que ça vous embête si l'équipe de foot a perdu, et on glande du matin au soir à baratiner sur les filles et sur l'alcool et le sexe, et on forme des petits groupes merdiques de soi-disant copains qui se serrent les coudes. Les gars de l'équipe de basket se lâchent pas. Les catholiques se lâchent pas. Les cochons d'intellectuels se lâchent pas. Les types qui jouent au bridge se lâchent pas. Même les mecs qui appartiennent au foutu club du livre du mois se lâchent pas. Si on essaye d'avoir le moindre échange de vues... Écoute, il y a un tas de gens qui trouvent quelques avantages à leur séjour au collège. D'accord, pour certains. Mais moi, voilà tout ce que j'en retire. Tu vois ? C'est ce que je veux dire. C'est exactement ce que je veux dire. Je retire pratiquement rien de rien. Je suis coincé, je suis vraiment coincé. En effet, ça paraît évident. Voilà, je pense qu'avec ça, j'ai dit à peu près l'essentiel de ce que j'avais à dire sur l'attrape-cœur, dans cette espèce de chaleur tropicale. Ce qui est surtout agréable avec ce bouquin, c'est le plaisir de la destination, c'est de voir les petites phrases, les petites observations que fait le personnage, se mettre à sa place, se dire what's next. Mais ce qui est un petit peu dommage avec cette deuxième partie, ensuite, ou plutôt à partir du dernier tiers du livre, c'est qu'on a plus du même en fait. Il y a une espèce de lassitude. Je commençais un petit peu à regarder les pages, la pagination plus exactement, ce qui est jamais bon signe. Hein. Quand on lit normalement et qu'on est concentré, on ne regarde pas le nombre de pages. Et il y a une lassitude quand même un petit peu avec le temps. Il faut comprendre, je pense que ce qui compte, c'est d'essayer de comprendre cette parenthèse que vit le personnage, essayer d'imaginer ce qu'il pourrait faire de toute cette expérience. C'est intéressant aussi de se reposer le même genre de questions que lui, puisque finalement ce qu'il essaie de faire, c'est d'être heureux, de se sentir à sa place, avec des personnes avec lesquelles il est entre guillemets aligné, pour utiliser une expression un peu à la mode, mais on voit qu'il va être mieux dans ses tripes aussi, et qu'il a du mal à trouver cet entourage avec lequel il puisse partager des valeurs communes. Et on espère avec lui, au fil du roman, qu'il trouve ces personnes sur son chemin, qui puissent l'aider à trouver une meilleure orientation. Je vais pas trop en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler et j'ai pas envie d'être trop élucubré non plus. Je pense que j'en ai fait le tour. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre ce livre, mais comme j'ai déjà dit en introduction, c'est un petit peu à l'image d'Alice au Pays des Merveilles. Salinger a inventé un concept qui a été repris après. Et finalement, là, ici, on a l'original. On a la première saveur et c'est vraiment intéressant, je pense encore d'y revenir aujourd'hui, même quand on est jeune et qu'on n'a jamais fréquenté les cabines téléphoniques, par exemple, ou qu'on n'a jamais dû avoir d'abord les parents au téléphone ou essayer d'éviter d'avoir les parents au téléphone. C'est une autre époque aussi, c'est intéressant, c'est un petit voyage dans le temps. Et je vous encourage à le découvrir ou à le relire. Voilà, à bientôt.